Hyundai, Jeanlin Automobile à Échirolles vous présente Esprit Montagne. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs, avec Esprit Montagne et Poma. Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver dans notre studio de Télé Grenoble avec la tête dans les sommets. Esprit Montagne dresse ses antennes pour vous faire découvrir ou redécouvrir les bonheurs de la montagne en station et tout autour avec Laurent Davy, rédacteur en chef de Ski Chrono. Bienvenue Laurent. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors cette saison, il a fallu patienter et se réinventer pour savourer les bonheurs d'une autre pratique de la montagne. Ça peut fonctionner, hein ? Oui, ça fonctionne. On redécouvre un petit peu ce qu'était la montagne dans les années 20, les années 30. Mais il ne faut pas que ça dure. C'est agréable, c'est un complément, mais voilà, on aime bien aussi, pouvoir profiter des domaines skiables avec des remontées mécaniques qui nous permettent aussi de pratiquer le ski alpin qui fait aussi vivre beaucoup de monde dans les stations. Et c'est ça qui nous rassemble ici aujourd'hui avec ce développement du nombre d'activités alternatives, les raquettes, le ski de rando, entre autres. Hein. Oui, on a aussi les chiens de traîneau, la luge, tout ce qui fait que voilà, on peut aussi en famille profiter de la montagne. Mais c'est vrai que le ski de rando, et on le verra avec nos deux invités, a pris cette année un essor important. Les raquettes, les skis de rando, encore faut-il pouvoir en trouver aussi. Ça, c'est un autre débat. Avec nous, pour nous accompagner sur cette émission et nous faire part de leur expérience et de leur savoir, Patrick Poirot, commandant du PGHM de l'Isère. Bienvenue, merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Bienvenue. Et avec nous également, Éric Gravier. Bienvenue. Bonjour, Lucie. Tout va bien, les pulls rouges? Ça pourrait aller mieux. Vous êtes le directeur technique du syndicat national des moniteurs de ski français, le SNMFS. Non, le MFS, non, le SNMSF. Voilà, c'est à peu près ça. Toujours un petit... on a du mal à s'y habituer encore. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous nous direz tout dans quelques instants sur ce qui nous rassemble aujourd'hui. Comment est-ce que la montagne a dû se réinventer? Les sportifs aussi ont dû se redécouvrir. Pour l'instant, c'est l'actu du cirque blanc dans le grand angle. Et on peut le dire, quoi qu'il advienne, Alexis s'est ouvert un boulevard. Oui. Ça, c'est ce qu'on pense. Oui, c'est ce qu'on pense. Maintenant, il va falloir quand même aller chercher ce gros globe. On ne va pas lui donner cadeau comme ça. Voilà, il y a des courses à disputer. Il est bien parti. Son principal adversaire, le Norvégien Kilde, est out, hors piste, lié à une blessure au genou. Il reste quand même l'ours suisse Marco Odermatt qui peut quand même le titiller. Mais maintenant, il va falloir aller chercher les points et continuer à rester dans sa bulle pour pouvoir enchaîner les courses en espérant qu'elles aient toutes lieu jusqu'à la fin de la saison. Il y a quand même une épée de Damoclès. Mais c'est vrai que, c'est l'année ou jamais pour Alexis. Il est en forme, il marque des points pratiquement dans toutes les disciplines. Il est revenu en forme aussi et à la pointe même en slalom. Donc c'est forcément, on pense à lui pour succéder à Lucas Alphand qui avait été sacré avec le gros globe de cristal en 1997. Ça date. On s'en souvient même pas, on n'était pas nés, le gros globe. Enfin, c'est vrai qu'on l'espère, on le souhaite bien sûr à Alexis, qu'on a senti bourré de sérénité vraiment en ce début de saison, tellement bancal pour tout le monde. Ouais, mais lui, il fait sa trace. On va parler de ski de randonnée. Il fait sa trace. Il s'embête pas avec le décor et tout ça. Il continue. Il a un objectif, c'est le globe. Il l'a loupé de peu l'année dernière. Il s'enflamme pas. Il reste serein. Et je pense que c'est la meilleure des solutions pour y arriver. Oui, avec cette saison qui a été coupée juste avant la fin. Des galères du côté des filles quand même. Il y a des satisfactions, mais pas mal de galères. Oui, c'est un peu plus compliqué, on le sait depuis des années. La France a un peu de mal avec le ski féminin, hormis Tessa Worley. Elle n'est pas aidée cette année avec des blessures. Romane Miradoli qui aurait pu faire, je pense, une belle saison. Clara Dires qui a été empêchée aussi par son embolie pulmonaire. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de densité. Si en plus les 2 ou 3 petites pépites qui commençaient à venir sont plus là, ça va être compliqué. Mais on a vu Dorian Escanet, qui est la skieuse de Courchevel, a marqué ses premiers points le week-end dernier. Donc voilà, il faut être patient. Nastasia est revenue déjà après une longue blessure. Oui, c'est compliqué après une blessure. Il faut être patient, mais il faut aussi se dire que malheureusement, la France
dans le ski féminin, n'est plus une grande nation. Voilà, il faut l'accepter aussi, il faut reconstruire, repartir patiemment. Dans le ski alpin féminin, Oui, féminin. parce que au ski de boss, on a la reine On a Perrine. la reine de l'univers. Voilà. Et en biathlon, on a des filles qui marchent bien, comme Julia Simon. Voilà. Donc, Oui, Anaïs Chevalier Anaïs aussi, Chevalier, qui fait ouais, son retour ouais. après sa maternité, justement, et qui fait des beaux résultats. Chloé également. Et ben justement, l'autre discipline chouchou des téléspectateurs, c'est le biathlon. Et la première saison de l'après-Fourcade tient à ses promesses. oui, ça se passe pas si mal que ça. Hein. Quand on perd un monument comme Martin Fourcade, ça fait mal au niveau des podiums et des victoires. Alors, lui a été un monument l'an dernier avec ses 4 médailles, 2 titres de champion du monde. Oui, mais on a des... On compte sur lui. Voilà, on a Émilien Jacquelin, on a Quentin Fillon-Maillet, on a une équipe qui en relais a bien fonctionné et qui vient de remonter sur la plus haute marche du podium. Chez les filles, c'est bien aussi. Donc après, oui, Martin Fourcade n'est plus là. Ça a été difficile, notamment pour Émilien Jacquelin. Il l'a expliqué. Voilà, il a fallu qu'il fasse son deuil quand on a un leader comme ça qui s'en va. Mais globalement, je trouve que l'équipe de France de biathlon, dames et hommes confondus, répond présent. Ils assurent. Et l'esprit de Martin est toujours un petit peu là. On sait qu'ils Oui. étaient très complices tous ensemble. Puis ça fait du bien de la voir, cette équipe de France, là aussi, qui est folle de joie. Avec un Émilien qui assure, qui n'a pas toujours été là non plus. Il a manqué de constance en début de saison. Il faut gérer la pression, il faut gérer la forme aussi. Il ne faut pas oublier que ces athlètes, eux aussi, subissent le contexte de crise sanitaire aujourd'hui. Leurs entraînements ne se déroulent pas de la même manière que dans des saisons. Et il est millimétré quand même, un athlète. Oui, et là, la préparation... Depuis l'été, là, les repères sont complètement chamboulés. Et la préparation a été difficile aussi pour les Français. Hein. Ils n'ont pas eu les mêmes façons de se préparer que les Norvégiens, qui sont très, très en forme. Ils ont été en altitude, mais après... Les épreuves sont regroupées. Les épreuves sont regroupées. Donc, j'allais dire, ça bouleverse un peu. Et la capacité d'un champion, c'est de s'adapter. Certains le font mieux que d'autres. Mais on s'aperçoit quand même que les Français tiennent le haut du pavé quand même cette saison. Puis ils sont jeunes, nos Français aussi. On va leur laisser quand même un petit peu de temps. Mais on est déjà bien contents. Et alors, ces mondiaux, qu'en est-il ? Alors là, j'allais dire, ça va être la parenthèse dans la Coupe du Monde. Il va y avoir au mois de février et début mars tous les championnats du monde. Si on l'espère, avec une épée de Damoclès qui est la Covid-19, parce qu'on s'aperçoit que c'est maintenant ce qui rythme un petit peu notre temps. C'est pas gravé dans le marbre. Donc ils se préparent tous pour aller dans leur championnat du monde. Hein, les Alpins à Cortina, les biathlètes à Pokljuka, les freestylers, snowboarders à Calgary au Canada, mais ça sent déjà pas très très bon. Donc voilà, donc on est là à attendre ce rendez-vous qui va faire basculer certains destins, mais c'est pas sûr qu'on ait ces émotions à vivre. On l'espère quand même. On n'a pas parlé du ski cross quand même, ça se porte plutôt bien pour l'instant. Oui, les championnats du monde normalement doivent avoir lieu en Suède. Mais voilà, ils sont pas mal. Ils sont entraînés à Arèche-Beaufort dans la patrie d'Arnaud Beauvolanta. Et là aussi, ils sont là où on les attendait. Et c'est le grand mot à la mode de 2020-2021. Il faut se réinventer pour l'entraînement de nos athlètes notamment. Et on va tout de suite à l'Alpe d'Huez avec une toute nouvelle structure. Comment ça se prononce ? WAD. We are different. Oui, c'est un anglicisme. Voilà, c'est ça. Ce qui résume finalement toute cette saison, toute cette année. C'est un mur de boss permanent à l'Alpe d'Huez. Oui, alors cette association a été créée justement pour aider la discipline des bosses, qui est un petit peu une discipline, pas le parent pauvre, mais qui n'a pas beaucoup d'argent à la Fédération française de ski. Donc, sous la houlette de Christophe Michaud, qui est un entrepreneur spécialisé dans le mobilier de santé, la société Navaille. Il y a un certain nombre de passionnés de bosses qui se sont regroupés. On retrouve Marc Garcia, un ancien slalomeur de Coupe du Monde, qui a été champion du monde de ski technique, James Sadré de la Toussuire. Tous ces gens-là se sont regroupés pour essayer d'aller chercher des financements. Et puis, ils ont trouvé que c'était important qu'ils aient une base d'entraînement, ces bosseurs, et ils ont trouvé à l'Alpe d'Huez un terrain qui s'y prête tout à fait. La pente sur le côté du Signal, Éric Gravier connaît ça très bien, et je pense que Patrick Poirot aussi. C'est la pente que vous avez au front de neige, là où se passent tous les tests techniques des moniteurs. Les tests de ski chrono se font beaucoup là-bas aussi. Donc c'est vraiment un spot. Et ils ont aménagé ce mur de bosse, j'allais dire, avec l'appui de la municipalité, de Jean-Yves Noiret, qui a trouvé... j'allais dire, intéressant que l'Alpe d'Huez puisse revenir un petit peu dans le jeu du sport de haut niveau. Ils ont eu beaucoup de champions, mais là, ils vont en avoir avec cette base d'entraînement. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on aura une Coupe du Monde de ski de boss à l'Alpe d'Huez, parce que le mur s'y prête vraiment. C'est un des plus raides qu'on puisse se rencontrer. Ça se rapproche de la pente de Deer Valley aux États-Unis, qui est la mecque du ski de boss. Donc c'est l'idée. Voilà. Donc on devrait avoir assez souvent Perrine Lafont, Benjamin Cavet qui viennent se préparer à l'Alpe d'Huez avant les grands rendez-vous. Vous vous débrouillez sur les bosses, vous ?
Ah, Eric, Bien sûr. Vous me direz. Hein. Vous me direz, parce que moi, le Eric signal est- tout court, mais alors Eric pourrait signal faire une avec le mur petite de boss. démonstration en ski de boss. Les bosses sont la base du ski. Voilà. Ouais. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que chacun son ski. Voilà. Hein, exactement. Et chacun son style. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est bien. On a des bosseurs, nous, ici, en Isère. On a eu aussi Guilbeault, Collat. Oui. Entre autres, on en a eu beaucoup. C'est vrai que c'est vraiment bien aussi d'avoir ce spot-là. Allez, on ira Ça faire une change petite un peu journée de la test, hein, je Savoie compte sur et vous. ça change de la Savoie et de la Haute-Savoie. C'est bien qu'une grande station comme l'Alpe d'Huez, j'allais dire, se mobilise pour aider le sport de haut niveau. Il en a besoin. Tout à fait. Et l'activité au niveau ou pour tous, l'activité ski et montagne a gardé la cote dans la situation qu'on connaît. Et c'est le focus de cette émission. Et on reste à Grenoble, là où déjà on a pu palper les envies de montagne et mesurer le succès des activités malgré la fermeture des stations, des remontées mécaniques. On est en décembre à Grenoble avec notre journaliste Lilian Veillé. La neige est tombée tôt cette année. Beldonne, le Vercors, la Chartreuse, tous les sommets sont enneigés autour de Grenoble. Et pour continuer de se faire plaisir, les skieurs viennent s'équiper pour la saison. Je regarde un petit peu les nouveautés. Là, je pratique un petit peu toutes les formes de randonnée et de ski. Mais en même temps, mon activité préférée, c'est le ski de rando. Et les aficionados ne sont pas les seuls à pratiquer le ski de randonnée. Il y a eu un vrai boom pour cette activité cette année, avec beaucoup de nouveaux pratiquants. Avec l'arrêt des remontées mécaniques, il y a un engouement qui est fort sur l'activité du nordique et sur l'activité du ski de rando. Pour preuve, c'est qu'aujourd'hui, même si on avait anticipé une hausse importante sur la randonnée, on ne l'a pas suffisamment calibré pour aujourd'hui répondre à l'ensemble de la demande. Cette hausse des skieurs a fortement perturbé les vendeurs, submergés de demandes. On a sorti pratiquement tout le parc de location le week-end dernier. Plus de 40 paires à mon avis. Ça fait pas mal de monde, rien qu'en location. Après, toutes les personnes qui sont équipées, quand même, ça fait du monde en randonnée. Au Vieux Campeur, par exemple, depuis le déconfinement, 95% des skis vendus sont pour de la randonnée. Depuis qu'on a ouvert, on a eu beaucoup de monde. Quasi exclusivement pour de la rando, quasiment que ça. Rando à ski, raquettes, tout ce qui est balade en fait. Et on a eu le temps de passer des commandes très fort, très vite parce qu'on a eu énormément de demandes. Sur tout ce qui est matos rando, on a eu des gros trous pendant quelques jours. Ouais. Une telle affluence peut cependant être dangereuse. Beaucoup de randonneurs ne connaissent pas encore bien la pratique et le manteau neigeux est encore assez fragile. Il y aura de la casse, ça très clairement, parce qu'on est sur des neiges qui sont pas damées, pas travaillées, des neiges souvent compliquées en début de saison. Là, on a un gros coup de fun qui arrive, donc la neige, elle va vite transformer, elle va être lourde, donc beaucoup plus piégeuse. Donc oui, c'est sûr qu'il y aura des cartons. On a déjà vu ce week-end, il y a eu des avalanches. Près de 20 avalanches dans les Alpes rien que pour la journée du 13 décembre, mais le ski de rando est en hausse constante depuis plusieurs années, de l'ordre de 5% par an depuis début 2000, et cette année la pratique est tout simplement en train d'exploser. Et ça ne s'est pas arrêté, c'est dur de trouver des raquettes encore. Hein. Enfin, des raquettes, Des et des skis de randonnée surtout. Oui, il n'y a plus de skis, encore quelques paires de chaussures, mais c'est vrai que ça devient des produits très rares. Voilà, on s'y attendait, mais là maintenant on vit la situation. Et comme le disait Lilian ici et ses intervenants, des cartons, ça n'a pas été dur d'en trouver cette année. Globalement, commandant ? Alors, c'était notre crainte, effectivement. On s'était dit que, compte tenu effectivement qu'il y avait une grosse demande sur les matériels de ski, on s'est dit on va avoir des accidents en rapport avec le volume de pratiquants. Eh bien non, les premiers chiffres de la saison nous montrent le contraire et c'est plutôt très rassurant. Alors je pense qu'il faut saluer, il y a un certain nombre de choses à préciser. Il faut d'abord saluer le travail qui a été fait par les collectivités territoriales, par les stations elles-mêmes, qui ont proposé des itinéraires dédiés sur lesquels on a retrouvé cette masse la plus importante des randonneurs béotiens ou débutants. Ou, un vrai encadrement. Voilà, avec un encadrement, avec des pistes sécurisées et un encadrement. Et force est de constater que les accidents qu'on a traités en dehors de ces domaines, donc plutôt dans les secteurs montagne, c'était des accidents qui concernaient des gens qui avaient déjà une certaine expérience. Donc cette population de gens débutants, c'est une population qui n'a pas généré un volume d'accidents aussi important qu'on le redoutait. Il y en a eu quelques-uns, mais de manière assez marginale. Vous allez tout nous expliquer tout à l'heure justement et dans le détail comment vous vous êtes organisé aussi pour cela. Et c'est pas fini aussi, ça dure aussi tout le printemps avec ce fameux ski de printemps. On appelait ça d'ailleurs le ski de printemps. Éric Gravier, justement, ça ne s'improvise pas la montagne. On le martèle ici depuis le début de cette saison. Le ski de montagne ne s'improvise pas. Non, la montagne s'apprend, effectivement, avec des professionnels
bien évidemment, les ESF se sont organisés, ça fait déjà plusieurs années. Les itinéraires, comme le disait le commandant, ont fleuri dans beaucoup de stations, des itinéraires balisés, sécurisés, de façon à simplifier déjà la trace de montée, puisqu'il y a de l'apprentissage aussi bien à la montée qu'à la descente. Et puis avec une sécurisation de la descente, avec des pistes damées qui permet, à partir d'un certain niveau intermédiaire, on va dire, de pratiquer justement le ski de randonnée. Un débutant novice ne peut pas démarrer par le ski de randonnée, c'est trop difficile, mais à partir d'un certain niveau intermédiaire, et bien évidemment, encadré avec des professionnels, c'est plus facile. Et encore une fois, nous sommes là pour apprendre l'ensemble de la pratique. C'est pas seulement la partie technique qui est bien sûr très importante, mais la partie aussi connaissance du milieu montagnard enneigé avec ses difficultés. Voilà, apprendre le maniement des outils sécuritaires également. Tout ça fait partie de l'enseignement que l'on se doit de dispenser au grand public et à l'ensemble de nos élèves. Et Eric, il ne faut pas être que guide pour encadrer le ski de randonnée. Les moniteurs peuvent le faire? Bien sûr, bien sûr. Et en termes d'apprentissage, justement, les moniteurs ont la méthode d'apprentissage avec leur formation initiale, avec quel le qu'il soit, mémato. Pardon, vous coupez, mais quel qu'il soit. Bien Tous sûr, les bien moniteurs sûr. ESF ont cette formation. C'est dans la formation initiale qui est dispensée à l'École nationale de ski et d'alpinisme à Chamonix. Et donc, le moniteur a toutes les capacités d'enseigner justement les techniques, les pratiques de technique, aussi bien à la montée qu'à la descente. Et le guide ne fait que de l'accompagnement, on va dire. Voilà. C'est un petit peu la différence. Et c'est vrai que dans l'esprit général, on ne pense pas forcément aux moniteurs de ski, mais bien évidemment... On pense plus guide, c'est dans l'imaginaire collectif. Oui, ce sont les plus à même de vous enseigner justement l'ensemble des pratiques sur la neige. Alors comment ça se passe? Est-ce que tous vos moniteurs sont mobilisés sur le ski de montagne? Comment est-ce que vous vous êtes organisés? Qui travaille et comment? Alors, tous ont suivi la formation initiale, bien évidemment, et puis après, on continue avec de la formation continue dispensée par le syndicat des moniteurs, par exemple, mais aussi en local. Et puis après, effectivement, en fonction de l'affinité, les uns ou les autres se mettent à pratiquer un peu plus que d'autres ce type de pratique. Donc voilà, mais on est organisé, bien évidemment. Et en ce moment, s'est adapté. Alors en ce moment, particulièrement, c'est une offre quasiment pas exclusive, puisqu'on peut quand même enseigner tout ce qui est débutant, tout ce qui ne nécessite pas forcément des remontées mécaniques. Les petits, les plus donc alors pas seulement les petits, parce qu'on a le droit d'utiliser les tapis roulants, donc tout ce qui est apprentissage, ça peut être du ski ou du snowboard, enfin tout ce qui ne nécessite pas forcément de prendre les remontées mécaniques. Donc ça c'est dispensé dans les stations. On peut apprendre adulte, c'est vrai que moi je fais un glissement vers... Bien sûr, ça on l'oublie, mais c'est possible encore aujourd'hui. Et puis la pratique de tout ce qui est effectivement la raquette, mais le ski de randonnée, bien évidemment cette année, a trouvé un essor particulier, puisque c'était quasiment la seule pratique pour pouvoir aller faire un petit peu des pistes, et d'autant plus cette année avec l'enneigement exceptionnel que l'on a, des conditions qui sont magnifiques. Et effectivement, les stations ont vraiment adapté l'offre. On fait des parcours, comme le disait le commandant, des parcours matérialisés, sécurisés, aussi bien à la montée et aussi à la descente, avec quelques pistes damées. C'est un peu tout le paradoxe, c'est-à-dire que le ski de rando, au départ, c'était pour aller chercher de la poudreuse et des champs immaculés et hors des sentiers battus, et on s'aperçoit qu'avec cette nouvelle clientèle, pour les premiers pas, c'est bien que le terrain soit un petit peu aménagé. C'est ce que j'allais dire, c'est le début de l'apprentissage, et après, effectivement, avec la pratique un peu plus assidue, ça va nous permettre justement d'aller chercher des pistes vierges et des descentes hors piste, comme on souhaite le faire dans ce type de pratique, bien évidemment. Oui, commandant. Oui, alors moi j'ai une toute petite réserve sur la transposition entre la pratique sur les pistes aménagées dédiées, ce qu'on voit cette année là, et puis la bascule dans le domaine montagne. Les gens qui n'auront pas été encadrés, qui n'auront pas appris les fondamentaux avec les professionnels, ce qui vient d'être dit, et qui se disent, ça y est, je sais comment ça fonctionne une paire de skis de rando, je sais mettre en route mon détecteur de victimes d'avalanche, l'année prochaine, je pars en montagne. Voilà. C'est là où on a une petite crainte par rapport à ça, parce que l'apprentissage, comme ça vient d'être dit, de la montagne, du ski de randonnée en montagne, c'est quand même autre chose. Il faut prendre en compte évidemment beaucoup plus de facteurs, beaucoup plus d'éléments de sécurité. Il faut savoir se déplacer, il faut savoir lire le terrain. Autant de choses aujourd'hui auxquelles les pratiquants, notamment les pratiquants débutants, ne sont pas confrontés. C'est l'expérience aussi. C'est l'expérience. On est dans une société où on prend plus toujours beaucoup le temps
Alors, on peut toujours imaginer, il faut souhaiter, que cette transposition des domaines sécurisés vers la montagne, elle va aussi être accompagnée, et notamment par les professionnels. C'est-à-dire que les mêmes pratiquants, ils auront été habitués à être bien encadrés, à être bien conseillés, et ils vont dire, maintenant, j'ai envie de passer en montagne, donc j'aimerais aussi être accompagné dans le domaine de la montagne. Ça, c'est la solution, au final, idéale. Voilà. Juste un mot, parce qu'on en parle comme si c'était naturel, mais pour faire du ski de randonnée, il faut quand même savoir skier un minimum. C'est quoi le niveau au niveau de l'ESF requis pour pouvoir faire ses premiers pas? C'est un niveau intermédiaire, on va dire. Alors nous, on parle de classe 2, mais c'est niveau au-dessus de 3e étoile pour la partie enfant au minimum. Et c'est là où je complète les propos du commandant, c'est que quand vous venez prendre des cours dans nos structures avec les moniteurs ESF, on ne s'arrête pas à uniquement l'apprentissage de la technique sur les pistes balisées et la technique pour la technique, mais c'est l'apprentissage du milieu dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on ne sectorise pas le milieu damé ou hors piste, et justement on utilise l'ensemble du domaine skiable, quel que soit le niveau, les premières traces, c'est-à-dire que même avec un petit niveau de 2e étoile, dès qu'il neige 10 cm sur le bord de la piste, ça fait partie aussi de l'apprentissage que l'on doit inculquer à nos élèves, la connaissance de ce milieu, que la neige peut changer, que les conditions sont différentes, la technique va donc s'adapter, et la technique est aussi un premier moyen de sécurité en soi, avant justement ce qu'on appelait les outils, les moyens de détecteurs de victimes d'avalanche, etc. Mais la première des sécurités, c'est déjà une bonne technique et justement l'améliorer autant que de besoin. Vous leur projetez les bronzés fonds du ski, c'est ce qui se passe. Hein. On dépose en hélicoptère, on fait n'importe quoi. On est assez fort, c'est ce qu'ils pensent. Non, non mais finalement, c'est une belle illustration. Je trouve. Moi, je pense qu'ils regardent trop les bronzés fonds du ski parfois. Oui. Parce qu'on voit bien la bêtise. Non, mais quand on voit des randonneurs qui se disent, tiens, j'ai vu un chalet sur la carte, là, je vais mettre mes raquettes et je me donne la journée pour rejoindre ce chalet pour y passer la nuit, et qu'au final, ce sont des objectifs qui ne sont pas du tout en correspondance avec les capacités et les connaissances des personnes. Bon, on se dit que parfois, il faut savoir aussi faire la part des choses, évidemment. Il faut regarder avec le recul. C'est ça. Eric, tu parlais de formation. Vous avez initié aussi une collaboration avec l'ANENA. Oui, alors donc on a monté un gros programme justement qui s'appelle Neige et Montagne, justement dans l'esprit de l'apprentissage de l'ensemble du milieu montagnard enneigé. Et donc avec trois disciplines ou 3 packs différents, qui est un pack sécurité pour apprendre justement toutes les notions de sécurité, quelle que soit la pratique et quel que soit le niveau de pratique, pour apprendre justement les premiers maniements des outils sécuritaires. Des packs ride pour tout ce qui est ski freeride, ski de descente, etc. Et également un pack trace sur tout ce qui est ski de randonnée, raquettes et ski de randonnée, pour justement bien identifier cette méthode, qu'elle soit unifiée sur l'ensemble de nos ESF, dispensée de la même manière, qui nous aide aussi en formation continue avec l'ensemble de nos moniteurs, et pour pouvoir dispenser un petit peu la même méthode, et que justement les élèves ou les clients puissent justement se retrouver dans cette discipline et cet apprentissage qui fait la méthode ESF. Et donc dans le cadre de l'ensemble de ce programme Neige et Montagne, on a un partenariat avec l'ANENA effectivement pour justement dispenser, encore une fois, c'est notre rôle d'enseignant, de dispenser au plus grand nombre justement ces techniques, ces pratiques, cette connaissance de la montagne enneigée avec ses particularités, ses dangers. C'est le milieu qui est dangereux, c'est pas le ski, et ça s'appréhende, il faut apprendre à le connaître, et donc ça fait partie justement de l'ensemble de nos prestations. Et ce partenariat avec l'ANENA qui récupère justement des données statistiques sur la neige, sur les accidents, etc. Et c'est un très bon échange. Et toutes ces études qui sont faites par l'ANENA doivent nous servir justement en formation initiale, bien sûr, à l'École nationale de ski d'alpinisme, et puis après au plus grand nombre aux élèves. Donc là, c'est notre partie, les moniteurs ESF et l'enseignement au plus grand nombre. C'est vachement bien comme démarche, ça. On rappelle d'ailleurs, je ne sais pas si les chiffres évoluent assez peu d'une saison à l'autre. On est souvent sur une trentaine de morts en avalanche. C'est ça, en France, sur l'ensemble des massifs français, effectivement, avec une année précédente, l'année dernière a été moins importante en termes de décès. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'elle a été tout aussi importante, voire plus importante en termes
de nombre d'accidents d'avalanche. On parle beaucoup des décès, Oui. mais il y a des avalanches qui se produisent dans lesquelles il y a des victimes ou il n'y a pas de victimes, mais qui sont malgré tout des événements d'avalanche. Voilà, qui ne font pas de victimes, qui ne font pas de décès, mais ce sont des événements d'avalanche. Et Éric Gravier, pour finir avec vous, vous le disiez en préambule, ça va pas fort, hein. Vous avez lancé des messages, des belles descentes en flambeau comme un cri. Quel est le moral des ESF? Le moral, on garde le moral. Nous sommes des montagnards, on sait s'adapter aux situations difficiles. Il y a des années où il y a un manque de neige, voilà, faut savoir s'adapter. Là, c'est une adaptation qui est encore un peu plus particulière, c'est qu'on nous empêche de travailler. Et le message, c'est de dire qu'on a mis tout en œuvre dans les stations pour pouvoir accueillir éventuellement des pratiquants. Et on voit que les gens viennent, même si les remontées mécaniques ne fonctionnent pas, les gens ont besoin de venir à la montagne, s'aérer. Les vacances vont arriver et vont avoir aussi ce besoin, hein, et on comprend bien la situation. Les gens ont besoin de respirer, de prendre l'air. Et en montagne, encore une fois, cette année est particulière puisqu'il y a de la neige partout, donc les gens vont se répartir. Les étrangers ne vont pas pouvoir venir, donc on ne va pas avoir beaucoup de fréquentation. Et on ne comprenait pas pourquoi les remontées mécaniques étaient fermées. Le message, il est là, en disant que nous, on était capable de mettre en place tout ce qu'il fallait au niveau sanitaire, bien évidemment, puisque l'objectif, nous ne sommes pas inconscients, entre guillemets, en montagne. Au contraire, on est plutôt prudent. La sécurité, ça fait partie de notre quotidien. Et donc, on était capable d'accueillir nos élèves, nos clients, en toute sécurité. Bon, aujourd'hui, on va attendre un petit peu les déclarations, mais enfin, on sent que ça va être difficile. Et bon, pour autant, on sera là, on proposera des choses, encore une fois, en toute sécurité et de façon correcte, on va dire. Et puis, on verra bien ce qui se passe. Mais enfin, l'objectif, c'était de dire que de ne pas faire mourir la montagne et que la flamme de la montagne doit continuer à rester allumée et de soutenir l'ensemble de la montagne, et pas seulement les moniteurs, mais c'était l'ensemble des acteurs économiques de la montagne, parce que ça va être vraiment dramatique. Un dernier petit mot, Éric. Le syndicat a lancé ESF Academy pour, j'allais dire, faciliter, renouveler la formation des moniteurs. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Donc, l'idée, c'est d'accompagner peut-être un peu mieux, de le faire savoir un peu mieux. C'est pour les jeunes qui souhaiteraient devenir moniteurs de ski, de les accompagner sur les premières étapes, à se préparer pour les premières échéances du monitorat. La première échéance est un test technique chronométré, donc un slalom chronométré. Donc, de venir dès 16 ans dans les structures, dans les ESF. Alors, on avait déjà une filière avec nos élèves, des stages compétition, etc. Et puis, on passe aussi peut-être à travers quelques jeunes qui seraient peut-être intéressés pour en faire leur métier, et bien de les accompagner grâce à l'ESF Academy. Niveau de ski pour pouvoir... il faut déjà un niveau, on va dire flèche de vermeil ou chamois d'argent minimum, et puis à partir de là, on va pouvoir commencer à travailler, les préparer, les entraîner, et puis leur mettre le pied à l'étrier, justement, par le biais des structures ESF. Alors on en a beaucoup qui sont opérationnels, donc n'hésitez pas à venir contacter les ESF en direct ou alors l'ESF Academy au niveau national, de façon à ce qu'on puisse vous aiguiller. Et puis après, il y aura un parrainage qui pourra être fait par certaines structures, de façon à aider les jeunes à rentrer dans le métier, et puis pour certaines écoles de ski, de retrouver un petit peu des jeunes et de faire perdurer le système, c'est-à-dire la continuité de nos structures. Et puis, à tout âge, on peut réadapter sa glisse, réapprendre, malgré 40 ans. Réapprendre ou apprendre, hein, puisque c'est notre métier au quotidien. Apprendre, oui, apprendre à glisser, mais quand les réflexes, les peut-être mauvais réflexes sont là depuis des années, à l'ESF, on peut toujours corriger et réapprendre vraiment. Bien sûr, c'est notre métier au quotidien, l'enseignement, quelle que soit la pratique, quelle que soit la discipline et quel que soit l'âge, bien évidemment. Et les boss. Les boss aussi. Et les boss. Allez, on va se retrouver. Mais d'abord, on va proposer un petit pense-bête sur le terrain pour rendre compte des différences avec la pratique du ski alpin, avec bien sûr notre pratique du ski de randonnée qui nous rassemble ici, la nécessité de bien connaître le maternel. C'est Benoît Lagneux qui nous emmène à la rencontre de Yannick Ardouin, qui est guide de haute montagne et membre de la Maison des guides du Beaufortin. Pour une sortie en ski de rando, on a besoin d'un matériel un peu spécifique.
D'une part, des chaussures adaptées au ski de randonnée. Voilà, c'est des chaussures un peu plus légères, un peu plus flexibles, souples que des chaussures de ski alpin. On a besoin de skis de rando. Alors c'est globalement un peu plus léger que des skis classiques parce qu'on doit les monter. Et puis surtout, on a des fixations qui sont des fixations, elles, vraiment spécifiques à la rando. Il y a une position montée, un pied qui se lève, et une position descente où on vient fermer le pied et ça ressemble grosso modo à une fixation de ski alpin. On va mettre ce qu'on appelle des peaux de phoque. Donc c'est une peau qui est collante, qui a une face collante qu'on va mettre contre le ski et puis qui a un envers avec des peluches, des poils qui font que le poil glisse dans un sens à la montée mais empêche que le ski recule. Et c'est physique. Oui, c'est un sujet qu'on avait tourné pour le Dauphiné Libéré, pour notre rubrique Vive la neige à Noël, pour justement accompagner ces vacances sans remontée mécanique. Ça donne envie comme ça, on se dit finalement. C'est finalement. pédagogique et c'est ludique et c'est physique. Et je pense qu'on passe des très très bons moments pour se faire un petit casse-croûte au sommet avant de faire une bonne descente. Je vous disais justement en aparté que moi ça me faisait peur parce que j'ai peur des avalanches. Vous m'opposez tout de suite un argument. On ne va pas skier, faire du ski de rando dans des secteurs nécessairement avalancheux. Ah non, on évite même d'aller faire du ski de rando dans les secteurs réputés avalancheux ou lorsque les conditions ne sont pas favorables. Non, fort heureusement sur le... n'est pas synonyme d'avalanche. Hors-piste n'est pas synonyme d'avalanche. Oui. Et hors-piste ne signifie pas domaine de la montagne. Le domaine hors-piste est assimilé au domaine de la station, si ce n'est que c'est un domaine qui n'est pas balisé et qui n'est pas entièrement sécurisé. Néanmoins, il y a malgré tout plus de sécurisation dans un domaine hors-piste qu'il y en a dans le domaine de la montagne, où là, véritablement, on doit connaître suffisamment de choses, suffisamment d'éléments, on doit savoir apprécier les conditions pour ne pas se faire piéger. Sur l'ensemble de la pratique de la randonnée, Dieu merci, pardon de m'exprimer comme ça, au final, le volume d'accidents, il est extrêmement réduit, il est extrêmement minime. Alors c'est vrai qu'on démarre sur une saison, là où, je crois que ça a été dit tout à l'heure en propos liminaire, où il y a déjà eu un certain nombre d'avalanches en France et à l'étranger d'ailleurs, qui ont déjà fait un certain nombre de victimes. Mais je le redis, lorsqu'on regarde un petit peu dans le détail la typologie des pratiquants, c'était des pratiquants expérimentés. Et une fois de plus, l'expérience ne nous garantit pas complètement contre le risque d'avalanche. J'ai vu là que le PGHM de Haute-Savoie a publié quelques chiffres. Globalement, il n'y a pas plus de sorties que d'habitude. En revanche, il y a un peu plus de sorties pour le ski de randonnée. C'est simplement lié au fait que cette activité est l'activité, j'allais dire, désormais majoritaire, puisqu'il n'y a pas d'accidents sur les domaines ou en ski alpin. Oui, c'est ça, mais on pense très honnêtement et assez objectivement que si les remontées mécaniques étaient ouvertes, on aurait de la pratique de rando compte tenu du fait que les conditions sont bonnes partout. Il y a de la neige et ça, quand même, il faut le signaler. On est sur une saison qui s'annonce c'est ce qui est difficile aussi, en termes d'enneigement, c'est ce qui est difficile, avec des conditions sur le plan nivologique qui sont aussi des conditions compliquées. Il y a eu beaucoup de neige, le manteau s'est transformé, il y a eu du vent, ça a créé ce que l'on appelle des couches fragiles, voilà, et les derniers accidents d'avalanche en date sont directement consécutifs à cette fragilité du manteau neigeux. Alors, tout à l'heure, on parlait hors-piste, ski de montagne. Dans les stations, on peut faire du ski de rando aussi. Là, on voit par exemple des images de la Clusa. Oui. Oui, possible. Ils organisent, je crois, une semaine de la randonnée dédiée justement pour les gens qui veulent faire leur premier pas. Donc voilà, après, les domaines certains domaines ont cherché à aménager, à sécuriser, à damer pour permettre justement l'accès à la pratique. C'est une bonne chose. On a vu en début d'hiver certains arrêtés municipaux, ils voulaient fermer le domaine. Il a fallu un petit peu, j'allais dire, régler un peu les curseurs. Mais globalement, je trouve que les stations jouent bien le jeu, même si c'est un coût pour chaque station de faire ça. Mais quelque part, il y a une espèce de solidarité pour se dire il faut qu'on accompagne cet essor. Enfin, commandant, vous ne me contredirez pas. Et je, pardon de le redire, mais le ski de rando en station, sur les pistes, ce n'est pas la règle. L'accompagnement des pratiquants sur les pistes, tel qu'il est fait actuellement, il consiste aussi à
à expliquer le cadre aux gens et à expliquer quels sont tous les dangers auxquels on s'expose lorsqu'on pratique le ski de randonnée sur les pistes. Pratiquer le ski de randonnée sur les pistes, lorsqu'elles sont ouvertes... C'est interdit. C'est interdit. C'est risqué de rentrer en collision avec les... Enfin, on ne mélange pas deux pratiques, une pratique à la descente où ça va relativement vite et une pratique à la montée. Ça, c'est incompatible. C'est écrit partout, c'est suffisamment balisé. Tout à fait. Mais certains y vont évidemment. Tout à fait. Et puis je rappelle par ailleurs le risque majeur qui est identifié concernant le ski de randonnée en station, notamment une pratique qui se fait de plus en plus, qui concerne le ski de nuit, avec un danger majeur en matière d'obstacles que constituent les dameuses et les câbles qui sont utilisés par les dameuses pour faire du travail d'entretien des pistes. Les accidents arrivent. Les accidents graves, très graves, arrivent chaque année. Et il y a vraiment un besoin de pédagogie et d'explication autour de ce sujet. Et je pense que tout ce travail qui est fait cette année, dans les conditions qu'on connaît, par les écoles de ski, par les guides qui accompagnent les gens à la découverte du ski de randonnée sur station, il doit aussi servir à ça. Il ne faut pas que demain les gens se disent le ski de randonnée, ça se fait sur les pistes et je le fais en toute sécurité sur les pistes. Parce que demain, ça ne sera plus le cas. Ça sera encore le cas lorsque les itinéraires seront aménagés, dédiés pour ça, mais ce n'est pas la règle. On parlait de la typologie de la clientèle actuelle. Vous avez observé cette nouvelle clientèle qui arrive, vous, quand vous faites vos sorties Oui, mais pas tant que ça en montagne. Alors, ça nous fait parfois sourire parce qu'on est aussi sur des pratiques qui sont complètement hybrides. On parle du ski de rando et de la raquette. Ce sont deux pratiques qui sont bien identifiées. Mais à côté de ça, on a les marcheurs qui montent avec les skis sur le dos. Et qui redescendent. C'est ça. On a les gens qui pratiquent la raquette, qui montent en raquette et qui redescendent avec un moyen de glisse. Enfin, on a des choses qui sont un petit peu hybrides comme ça et qui sont aussi un petit peu nouvelles. Et ça, on l'a sur les pistes aménagées, mais on l'a aussi dans le domaine de la montagne. Alors, une fois encore, en termes d'accidentologie, pour l'instant, touchons du bois, ce n'est pas significatif. À la marge, il y a quelques accidents, mais ce n'est pas ce qui constitue le plus gros de l'accidentologie. En matière de sécurité, quelle est la panoplie à avoir avant de partir en ski de rando ou en raquette ? Alors, en ski de rando montagne, il faut évidemment avoir du matériel adapté, réglé, en bon état. Il faut avoir le détecteur de victimes en avalanche, en parfait état de marche. Savoir l'utiliser. Contrôler en début de saison, c'est rassurer que les piles sont dedans et qu'elles sont en bon état, qu'elles n'ont pas coulé durant l'hiver. Si le DVA ne sort pas du magasin de location. Il faut évidemment savoir l'utiliser, c'est un petit peu avoir fait quelques exercices, pas tout seul, avec des copains, avoir recherché. Il faut avoir ce matériel, il est accompagné systématiquement d'une sonde, il est accompagné d'une pelle, et puis il est accompagné de ce qu'on appelle le fond de sac, une paire de couteaux à neige. Il est accompagné de matériel pour se prémunir contre le froid, contre les intempéries. Il est accompagné de gants de rechange, tout ce fond de sac qu'on utilise habituellement lorsqu'on part en montagne. Avec une dose de bon sens montagnard un peu aussi, c'est pas mal. Avec une dose de bon sens montagnard, effectivement. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il ne faut pas se dire « j'ai le matériel avec moi ». Je me suis un petit peu habitué à l'utiliser et je peux partir en sécurité. Non, ça ne suffit pas. La sécurité d'une sortie en ski de randonnée, c'est d'avoir bien évalué son objectif, tout d'abord d'avoir bien évalué son objectif et d'avoir bien pris en compte les conditions de la montagne, c'est-à-dire le manteau neigeux, la nivologie. Et vous avez un savoir-faire. Vous avez un savoir et un savoir-faire, parce qu'on vient de voir sur ces images l'hélico, le C-145 de la sécurité civile, vous êtes équipé. J'ai vu maintenant que des drones aussi peuvent repérer des victimes d'avalanche. Je ne sais pas si vous êtes déjà équipé. Alors, on n'est pas équipé, mais en tout cas, c'est un champ qu'on explore. On travaille avec un certain nombre d'entreprises sur ce domaine. On ne sait pas encore si ça donnera des résultats. On imagine qu'il y a quelques situations dans lesquelles, effectivement, quelques cas de figure dans lesquels le drone peut être une aide, en aucun cas un moyen isolé pour détecter les victimes sous une avalanche, mais en tout cas une aide aux secouristes pour le faire. Une aide aux secouristes, qui soient les secouristes professionnels des services des pistes ou les secouristes professionnels des services de l'État. Mais le matériel ne suffit pas, donc vous avez une très fine connaissance de la montagne, la pratique aussi. Au PGHM, c'est physique, forcément. Il a quel âge déjà ce PGHM de l'Isère? Une soixantaine d'années? Il est dans sa 60e année de création, effectivement, puisqu'il a vu le jour en 1961. Voilà, donc c'est les 60 ans cette année. Tout à fait. 60 ans de pratique.
On sait, vous avez forcément des passionnés de montagne, toujours ici aussi, c'est-à-dire il faut le physique, il faut cet amour de la montagne aussi pour bien la connaître. Oui, c'est vrai que nos unités sont constituées de personnel majoritairement issus du milieu de la montagne. Quels que soient les massifs. Quels que soient les massifs, partout en France, même si de plus en plus il y a des citadins et des femmes, puisque c'est aussi un métier qui se féminise, au même titre que... Alors, le métier de moniteur de ski est féminisé depuis beaucoup plus longtemps. Le métier de guide de haute montagne est complètement entré dans la féminisation depuis une dizaine d'années. Et le métier de gendarme en montagne, lui aussi, se féminise. Donc oui, ce sont des personnels qui sont particulièrement motivés, qui suivent pour la plupart les cursus de formation de guide de haute montagne et de moniteur de ski, qui sont des gens qui vivent toute l'année dans la montagne, qui ont à la fois ce regard de professionnels de la montagne en tant que guide et de moniteur, mais qui ont aussi ce regard de secouriste en montagne, et puis qui ont cette troisième casquette d'enquêteur en montagne, parce que derrière les accidents, il faut aussi le rappeler, il y a dans un certain nombre de cas des enquêtes judiciaires, de façon à déterminer les responsabilités des tiers qui sont en cause dans les accidents. Bien, vous nous avez tout dit, bravo pour votre mission, bien sûr, et la menez toujours avec autant de passion, toujours. Et ils sont habillés en bleu. Oui, voilà. Oui, exactement. Et les pulls rouges et les pulls bleus. C'est ça. Merci encore d'avoir été avec nous. Pour tout savoir aussi, les tests free rando, toujours, ski chrono est là. D'Outlines, non, là c'est le versant Outlines, c'est la free rando, donc avec nos tests de ski qui sont toujours en cours, et c'est un bon éclairage avant de savoir ce qu'on va choisir comme matériel. Ils ont été réalisés par Jonathan Gaillard, un gros boulot, voilà. Avec un chouette mode d'emploi pour que chacun puisse se trouver chaussures à son pied ou à son ski. Allez, merci d'avoir été avec nous à tous. Et belle montagne à vous encore. On se donne du courage et on garde le sourire, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Hyundai, Jeanlin Automobile à Échirolles vous a présenté Esprit Montagne. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma.